Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où aujourd'hui j'ai mis mon plus beau t-shirt Tyrannosaure parce qu'on va parler de Jurassic Fight Club. Vous avez été nombreux à me demander mon avis sur Jurassic Fight Club, avis que je ne pouvais pas vous donner parce que je n'ai jamais regardé un seul épisode. Disons que rien qu'à voir les bandes annonces, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose auquel j'allais être très réceptif de toute façon, mais bon. Il faut juger sur pièce, donc il faut regarder, il faut voir ce que ça donne. Alors du coup, je vais regarder un petit épisode de Jurassic Fight Club et je vais le commenter devant vous. Il s'agit de l'épisode 2, les chasseurs de T-Rex, parce que quitte à choisir un épisode au pif, autant que ce soit un sur les T-Rex. Et puis, sans plus attendre, commençons. Commençons Jurassic Fight Club. Évidemment, je suppose que la raison pour laquelle vous voulez autant me voir commenter Jurassic Fight Club, c'est parce que vous vous attendez que je dise effectivement que c'est de la merde. Je ne suis pas dupe de cela. À 5 km à la ronde, et sa morsure était une arme biologique. Oui. Ah, tenez, là, c'était Larry Whitmer. Voilà. Donc lui, ce monsieur-là, c'est Larry Whitmer. Donc c'est... Oui, si vous voulez que je vous fasse des commentaires dessus, c'est que vous vous attendez à ce que je dise que c'est de la merde. Et le fait est que juste à la vue de la petite bande-annonce de départ, parce qu'évidemment c'est juste quelque chose pour vous mettre en bouche au début, rien qu'à vue de bande-annonce, je vois quand même le Larry Whitmer pendant l'intro, et Larry Whitmer, c'est quand même pas le dernier des Guignols, c'est un grand paléontologue américain qui est spécialiste notamment des structures, de l'évolution du cerveau et de la cavité nasale, parce que c'est lui qui a vraiment lancé, on va dire, la mode de CT scanner les fossiles pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est comme un scanner médical, un CT scan, sauf que c'est très 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 haute résolution, quoi. Donc on bombarde avec des radiations, des doses de radiation qui conviennent très bien aux fossiles, mais qui conviendraient beaucoup moins aux gens quand on essaie de les soigner. Mais bref. Voilà, c'est tout ce paradoxe un peu de tout le monde veut me voir commenter Jurassic Fight Club en mode vas-y, détruis-le, bouffe-le, bouffe-le. Et moi, personnellement, quand je vois déjà les 3 premières minutes, je vois une intervention de Larry Whitmer, je me dis, tout n'est peut-être pas bon à acheter. Ça se trouve, il y a du bon dans Jurassic Fight Club. Et c'est pour ça que ce ne sera pas un débunkage et pénitence d'ailleurs. C'est parce que j'ai vraiment aucune idée de ce à quoi m'attendre. Ça remplit les 2 premières règles de débunkage et pénitence, à savoir que ça a une audition, enfin l'audimat, on va dire, est plus grand que le mien. Et puis évidemment, j'ai pas envie de le voir parce que j'avais pas envie de voir Jurassic Fight Club. Mais par contre, j'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir vous apprendre pendant cette vidéo. Donc si ça se trouve, cette vidéo ne verra même pas le jour. Si vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bon, j'ai eu des choses à dire, mais si ça se trouve, j'aurais rien à dire à l'issue de ce reportage. Donc bref, continuons, mais déjà, voilà, le début, moi je trouve ça bien d'avoir Larry Whitmer. On révélait qu'il était aussi une proie. Qui donc chassait le plus grand chasseur du Crétacé supérieur? Donc évidemment, on a vu un petit crâne de Nanotyrannus, donc j'imagine que quand ils disent le tyrannosaure était une proie, ça va être tyrannosaure au sens très large. L'art de la guerre chez les dinosaures. L'art de la guerre chez les dinosaures. Remontons très loin dans le temps, 65 millions d'années en arrière. La Terre est une planète sauvage, vierge et mystérieuse, le théâtre de grands bouleversements et de transformations radicales. Comme elle l'a toujours été. Deux supercontinents, la Laurasie et le Gondwana, va donner naissance au monde que nous connaissons aujourd'hui. Dans ce qui deviendra l'Amérique du Nord, une mer divise la masse terrestre. Les grands mouvements des plaques tectoniques forment les montagnes rocheuses à l'ouest et soulèvent les Appalaches à l'est. L'activité volcanique redouble d'intensité. Alors je précise que je le regarde sur Dailymotion parce que c'est le seul endroit où je l'ai trouvé en français d'ailleurs au passage. Je ne l'ai pas acheté exprès pour ça, d'ailleurs je sais même pas où on peut le trouver au final, Jurassic Fight Club.
La teneur en oxygène y est élevée, ce qui a permis aux dinosaures de croître démesurément. Ouais, le lien entre la grande taille et le taux d'oxygène n'est pas du tout démontré. Le Tyrannosaurus Mais genre Rex. pas du tout. Et il s'apprête à combattre un autre titan. Jusqu'à la mort. Été 1998, nord-ouest du Dakota du Sud. En fouillant un site archéologique dans la région aride des Badlands, des paléontologues amateurs font une découverte extraordinaire. Ils mettent au jour les vestiges d'une bataille sanglante. Ils reconnaissent sans difficulté les restes d'un jeune tyrannosaure. Mais ce squelette sort de l'ordinaire. La plupart des os sont cassés et des dents étranges en forme de lame sont dispersées tout autour. Or, ces dents ne sont pas celles d'un petit T-Rex. Elles appartiennent à un prédateur inconnu. Comment ce jeune tyrannosaure est-il mort? En 1998, dans le Dakota du Sud, on a trouvé le squelette d'un dinosaure Donc, assez petit. Donc Dinosaur George est un expert en paléontologie, donc s'ils n'ont pas écrit paléontologue, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. C'est que c'est probablement On a peu de dinosaures un de ces fouilleurs professionnels qui en fait n'est pas paléontologue, qui n'est pas vraiment paléontologue, mais qui est juste un fouilleur qui revend ensuite les fossiles. Ce qui est très très commun en Amérique du Nord. Sioux a été découverte comme ça, le tyrannosaure Sioux a été découverte comme ça. Le tyrannosaure Stan, qui a été récemment vendu aux enchères, a aussi été découvert comme ça par des équipes de fouilleurs professionnels qui ne sont pas spécialement diplômés en paléontologie, quoi. Alors, retrouver des dents dispersées autour d'une carcasse. Alors, retrouver des os broyés et des dents dispersées autour d'une carcasse, c'est pas la preuve du tout d'un combat. C'est la preuve ou d'un combat ou d'un charognage. Donc, c'est déjà, je sens que je sens que ce documentaire va essayer de nous vendre qu'il y a eu un grand combat, là où on a tout au plus preuve de charognage, sachant que avoir la preuve d'un combat, trouver la preuve fossilisée d'un combat, ça arrive. Il y a le combat entre Vélociraptor et Protoceratops, pardon, qui a été préservé en Mongolie. Mais voilà, c'est vraiment des fossiles qui sont d'une rareté extrême. On a aussi le combat entre deux mammouths mâles qui a été fossilisé parce que les deux crétins, là, ils se sont encastrés l'un dans l'autre, leurs défenses sont restées coincées, et du coup, ils sont morts comme ça, quoi. Donc, c'est une mort longue et probablement très, très douloureuse, et un peu humiliante aussi. Mais bref, juste trouver des dents et des os broyés, juste trouver une carcasse avec des os broyés et des dents, je veux dire, c'est tout à fait ce qui arriverait si des crocodiles s'attaquaient à une carcasse charognée, quoi. C'est pas une preuve de combat. Bon, donc on va déjà nous survendre un combat, je pense, à ce niveau-là. Mais le tyrannosaure était au sommet de la chaîne alimentaire. Quel animal était donc capable d'attaquer ce jeune T-Rex et de le tuer? Bah, n'importe quoi, hein. N'importe quoi qui est plus gros qu'un jeune T-Rex, j'ai envie de dire. Même des droméosaures, vu que si on part du principe que les droméosaures chassaient en groupe, même en petits groupes, ouf, un tyrannosaure en train de courir, ça fait mal, ça. 7 tonnes de viande sur 2 pattes, ça devait pas courir, là. Non, ça marche pas comme ça, un tyrannosaure. Et puis si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo Le tyrannosaure ne court pas, donc l'analyse de séquence de Jurassic Park, où dans Jurassic Park, on voit justement que le tyrannosaure ne court pas. Et donc j'analyse cette séquence et je vous explique pourquoi le tyrannosaure ne devait pas courir. Ah bah vous voyez, là on a un scanner et on a Larry Whitmer. Elle a permis de découvrir que ce monstre était doté d'une excellente vision binoculaire. Grâce au scanner, nous avons maintenant une idée de la taille relative. Vous voyez la différence entre notre expert en paléontologie et Larry Whitmer, c'est que Larry Whitmer, lui, il est associé à une université. Ou encore celle associée à Louis.
le tyrannosaure avait une vision binoculaire, ce qui lui permettait de suivre des yeux une proie en mouvement. En cas d'affrontement, il n'avait aucun mal à garder son adversaire dans son champ de vision. Alors, la vision binoculaire, c'est quand on a les deux yeux en face de la tête, et donc on peut voir en 3 dimensions. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait de pouvoir garder sa proie dans son champ de vision tout le temps. Au contraire, la vision binoculaire réduit le champ de vision parce que les deux yeux ont des champs de vision qui se chevauchent. Un cheval, par contre, en ayant les yeux sur le côté de la tête, lui, par contre, il peut garder ses prédateurs tout le temps dans son champ de vision, position du prédateur, même s'il est derrière lui. Donc non, la vision binoculaire, c'est l'opposé en fait. Tu n'as pas tout le temps. Il faut que tu bouges ta tête si tu veux garder ta proie dans ton champ de vision. C'est pour ça que les hiboux ont la tête si souple, d'ailleurs. Ils ont aussi une vision binoculaire, mais ils sont obligés de bouger la tête à 360 degrés s'ils veulent pouvoir garder quelque chose dans leur champ de vision. D'ailleurs, une vision binoculaire, ça ne se voit pas spécialement sur le cerveau, ça se voit en regardant le crâne. Ah. Et là, on vient de voir le cerveau bleu. Donc la représentation avec un cerveau bleu, c'est typique Larry Whitmer. C'est lui qui a instauré ça. Donc on sait qu'on a affaire au travail de Larry Whitmer quand on voit le cerveau bleu, comme on vient de le voir. Donc Philippe Curie, c'est pareil, c'est encore un très très grand nom de la paléontologie. Donc ils sont quand même allés chercher des bons experts pour ce Jurassic Fight Club. Hein. Donc ce qui vous raconte, je pense, c'est pas quand... Il y a des petites erreurs par-ci par-là, parce qu'évidemment, il faut vendre du rêve, évidemment, mais je veux dire, ils n'ont pas pu dire des conneries, Philippe Curie et Larry Whitmer, quoi. Philippe Curie, c'est un des grands experts du Crétacé d'Amérique du Nord, quoi. Et notamment de tyrannosaures. On n'a jamais vu de croc comparable à cela. Le T-Rex utilisait ses dents pour pulvériser l'os. Il ne pouvait donc pas avoir des dents étroites comme les autres dinosaures carnivores. Il fallait qu'elles soient très larges, avec une morsure qui fasse des dégâts terribles. C'est vrai. C'est vrai, Tyrannosaure n'a pas des dents serrées comme des couteaux, c'est vraiment des grosses dents hyper larges et broyeuses d'os, quoi. Elles ne ressemblent en rien à celles des autres dinosaures. Les dents de prédateurs comme l'Allosaurus. Donc juste avant, on a vu Thomas Holtz, qui est aussi un grand expert sur le Crétacé d'Amérique du Nord. Donc déjà là, en quelques minutes, en seulement 7 minutes, on a quand même l'interview de au moins 3 véritables experts dont on peut sans problème faire confiance à l'expertise, quoi. Sur 4 intervenants, c'est pas mal. Remarque des arêtes crénelées sur les dents. Une particularité qui lui rappelle aussitôt un autre animal doté d'une morsure mortelle, le dragon de Komodo. L'autre caractéristique intéressante des dents du tyrannosaure, ce sont ses crénelures, qui forment des petits sillons dans lesquels se logeaient sans doute les résidus des précédents repas. Et la décomposition devait produire un grand nombre de bactéries. En d'autres termes, le tyrannosaure avait une hygiène buccale déplorable. On voit ça aujourd'hui chez le dragon de Komodo. Alors là, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que avant 2009, on pensait que ce qui empoisonnait la morsure du varan de Komodo, c'était les bactéries qu'il avait dans la bouche. Mais en 2009, on a découvert qu'en fait, que le varan de Komodo sécrète réellement du venin. Et en fait, c'est une découverte qui a été faite en 2009, mais ce reportage-là a été a été diffusé en 2008. Donc, il ne pouvait pas le savoir à l'époque. Donc oui, c'est une erreur, mais non, il ne pouvait pas le savoir. Donc, c'est pas une erreur. Voilà. Mais ceci dit, c'est très pertinent de dire que le tyrannosaure devait avoir la bouche complètement moisie de viande en décomposition et que du coup, le simple fait de se faire mordre par un T-Rex, ça devait déjà être une garantie de septicémie assez ouf, quoi. Les températures, le paysage. Les plantes fossilisées retrouvées à côté du squelette révèlent que le jeune T-Rex vivait dans une région de conifères, de pins et de magnolias. Les paléontologues ont aussi découvert... Flore typique du Crétacé, il n'y a pas de quoi, s'énerver donc. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Non loin du site,
Puis on vous montre des vrais fossiles, je veux dire, on vous montre pas que des trucs en 3D. Donc ça fait partie des choses que j'aime bien dans les reportages, c'est que quand on vous dit un truc, on vous montre pourquoi on le dit. Donc tout à l'heure, il parlait de la vision binoculaire, il vous montrait une vision, enfin, il vous montrait pourquoi la vision, on pense que la vision était binoculaire. On vous montre les images du cerveau qui montrent le nerf optique, enfin, voilà, on vous dit des choses et on vous montre pourquoi on les dit. Donc ça c'est plutôt un très bon point. Une des raisons principales pour laquelle j'aime pas Sur la Terre des dinosaures, c'est parce qu'ils vous racontent une histoire, mais ils vous racontent jamais pourquoi cette histoire en particulier mérite d'être racontée et pourquoi cette histoire en particulier est réaliste. Alors que là, ils vous montrent exactement pourquoi ce qu'ils disent est vrai. Donc là, Peter Larson, bah, c'est le gars qui a fait de la prison quand il a découvert Sioux. Donc lui, c'est lui le président du Black Hills Institute, donc c'est lui qui a vendu Stan il n'y a pas longtemps, et c'est lui qui a fait de la prison quand il a découvert Sioux parce qu'il l'a déterré illégalement. C'est l'histoire en abrégé, hein, évidemment, mais... Donc lui, par exemple, ce n'est pas un paléontologue. C'est un fouilleur professionnel, mais pas un paléontologue. Cet animal pouvait sans doute mastiquer une voiture. Larry Martin, donc là, Université du Kansas, ça veut dire que lui, par contre, c'est un vrai paléontologue. Donc c'est pareil. Là, sur les intervenants, on a eu que 2 experts, entre guillemets, et le reste, c'était des vrais paléontologues. Donc c'est quand même une bonne moyenne. Ceux qui croisaient la route de ce monstre n'avaient plus beaucoup de temps à vivre. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils leur demandent quand même de dire des sacrées banalités, quoi. Hein. Ouais, si tu croises un tyrannosaure, tu vas crever. Ouais, merci. Ça valait le coup de faire 8 ans d'études et d'avoir 20 ans de carrière pour dire des choses comme ça. Ça, c'est les trucs qui sont un peu dommages dans les reportages sensationnalistes, c'est qu'on fait venir un expert pour balancer une énorme banalité qu'un gamin de 5 ans pourrait dire. Donc ça, par exemple, c'est un mauvais point. Il y a quand même des mauvais points, je veux dire, il n'y a pas que des bons points. Jusqu'à présent, il accumule quand même les bons points, ce Jurassic Fight Club. Mais là, on a quand même quelques mauvais points. Bon, c'est les mauvais points classiques des reportages, c'est-à-dire, on est allé chercher le professeur Bidule pour vous dire le T-Rex était redoutable. Personne ne sait ce que ça veut dire redoutable dans ce contexte, mais le T-Rex était redoutable, oui. Alors là, on voit des tyrannosaures se balader en groupe. Ça, c'est basé sur très peu de preuves. Des preuves circonstancielles, c'est-à-dire des squelettes qu'on a retrouvés de tyrannosauridés ensemble. Et ça, on n'est pas sûr que ça veut dire qu'ils vivaient en groupe. Ça veut pouvoir dire aussi qu'une rivière a accumulé les carcasses. Et on a des empreintes de pas qui sont parallèles. Alors, on a 2 séries d'empreintes de pas parallèles. Donc, ça fait juste 2 T-Rex, enfin 2 tyrannosauridés ensemble, même pas des T-Rex. Juste 2 tyrannosauridés ensemble. Généralement, c'est ou des Daspletosaurus, des Gorgosaurus ou des Albertosaurus. C'est rarement T-Rex lui-même. Donc, on n'a vraiment aucune idée de si T-Rex se baladait en groupe ou pas. On a tout au plus 2 individus qui ont marché côte à côte, préservés par des empreintes de pas retrouvées en Amérique du Nord, et des preuves circonstancielles de groupes de tyrannosauridés qui ont été retrouvés ensemble, et qui ne sont pas T-Rex d'ailleurs. Oh, la position des mains. Oh, la position des mains sur les droméosaures. C'était laid. Oh, c'était laid. Ah, ça, c'était très laid. C'était la position Jurassic Park des mains de droméosaures, là, sous le corps, comme ça, au lieu d'être comme celle des oiseaux. Si ce jeune avait été tué par un congénère, on l'aurait su tout de suite. Il ne serait pas resté grand-chose du squelette. Et surtout, il y aurait eu des énormes dans l'os. Pour moi, ce n'est pas un T-Rex qui a tué ce petit. D'accord, les marques de dents sont trop petites. Avec ses mâchoires puissantes et ses dents massives, le tyrannosaure... Mais ça veut pas dire que c'est le tueur, ça veut dire que c'est le mangeur. C'est ça le truc. C'est peut-être juste fait charogner par un truc plus petit, quoi. Là, en plus, le fait de trouver des dents plus petites, ça veut peut-être dire qu'il s'est juste fait charogner par autre chose, quoi. Mais ces dinosaures avaient peu d'ennemis, voire aucun. On imagine donc oui, peu d'ennemis, voire aucun à l'âge adulte. Si et seulement si les petits étaient protégés par des parents, ce qui n'est pas forcément le cas. De toute façon, si c'est comme, même chez les oiseaux modernes, et notamment les oiseaux de proie, hein, la mortalité juvénile est gigantesque, même quand les parents sont là à surveiller. Hein. Donc, c'est pas surprenant qu'un juvénile se fasse attaquer.
leurs secrets. Donc ça participe au build-up, en fait, d'essayer de... Au progrès de l'enquête, Je pense que le couronnement de ce reportage, ça va être un grand combat titanesque entre dinosaures, mais ça participe au build-up de ce combat, mais la justification est assez, est assez bancale, on va dire. Le climat de la région des Badlands oblige à accélérer les fouilles. Les scientifiques doivent mettre les ossements en lieu sûr, après les avoir... Mais regardez le nombre de véritables ossements qu'on vous montre. Regardez le nombre de véritables images de fouilles qu'on vous montre. Je veux dire, il vous arnaque pas ce reportage quand même à ce niveau-là. Ça, c'est des images qui ont été tournées par les paléontologues eux-mêmes sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir ces paléontologues pour leur demander leurs images à eux, quoi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Une de ces enveloppes de plâtre, les spécialistes se penchent pour la première fois... Vous voyez, c'est pas un de ces reportages où on dit aux paléontologues de revenir sur le terrain 10 ans plus tard et de faire semblant de fouiller, quoi. C'est vraiment les images qui ont été tournées pendant les fouilles. Et on voit la différence. La différence, elle est simple. Là, je vais mettre pause parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais il y a beaucoup de reportages où on dit aux paléontologues de retourner sur l'endroit où ils ont fait leur découverte et de faire semblant de chercher des fossiles. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, soit ils font que regarder par terre, soit vous les voyez brosser. Ils prennent un petit pinceau et puis ils brossent un caillou, qui est généralement même pas un os d'ailleurs, c'est juste un caillou au pif. Et ils le brossent. Et voilà. Et ça, c'est pas le terrain. Le vrai terrain, c'est quand vous l'avez vu tout à l'heure, là, il avait un marteau-piqueur. Ça c'est un mec qui creuse pour trouver du dinosaure. Avec un marteau-piqueur, avec une masse et un burin, voilà, parce qu'il faut la défoncer, la roche, autour du dinosaure, quoi. Il faut éviter de défoncer le dinosaure, évidemment. Donc, on prend une bonne distance de sécurité, mais voilà, c'est ça la différence. Donc là, pour l'instant, il accumule quand même les bons points, ce Jurassic Fight Club. On est à 15 minutes, il n'y a rien qui m'a fait faire un facepalm, hein. Il y a des petits trucs par-ci, par-là, mais c'est parce que je suis pinailleur, puis parce que, voilà, on va pas donner que des bons points non plus, mais bref, c'est quand même plutôt intéressant quand même comme reportage finalement, parce que il est honnête avec vous quand même, et il vous montre quel est le processus hypothético-déductif aussi qui est employé, même si c'est pas forcément systématiquement le bon processus. On est d'accord que là, ils veulent un combat, alors que bon, le charognage est une hypothèse tout à fait alternative aux fossiles qu'ils ont. Mais voilà, il vous montre le processus hypothético-déductif. On ne vous dit pas que le tyrannosaure a une vision binoculaire. On vous explique pourquoi il a une vision binoculaire, par exemple. Donc ça, c'est super cool. On vous explique pas, on vous dit pas que le tyrannosaure broie les os. On vous explique pourquoi on pense que le tyrannosaure était un broyeur d'os. En vous montrant les dents, en vous parlant de la puissance de la mâchoire, en vous montrant des petites reconstructions numériques. Bon, ça, ce qu'il y a de marrant, c'est de voir, il y a un petit brin d'ADN, vous ferez gaffe. À chaque fois qu'il montre une reconstruction numérique, il y a un brin d'ADN dans le coin à droite. Je tire, ça sert à rien. C'est juste pour faire scientifique, c'est marrant. Permet enfin d'identifier le suspect. Il s'agit d'un Nanotyrannus, une sorte de tyrannosaure plus petit et plus agile. Bah là, c'est intéressant parce que Nanotyrannus, maintenant, on sait que, enfin, on a de très très fortes présomptions qu'en fait, c'est juste un juvénile de tyrannosaure. Vous ne pouvez pas le savoir en 2008 puisque la confirmation que Nanotyrannus est un juvénile n'est arrivée que l'année dernière. Ou cette année, je ne sais plus, mais bref. Donc à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment savoir que Nanotyrannus serait en fait très probablement un juvénile de Tyrannosaurus rex. Le Nanotyrannus Mais ce qu'il y a... est l'origine d'une importante controverse scientifique. Ah, quoique, il y a déjà la controverse apparemment. Découvert grâce à un crâne préhistorique mis au jour dans le Montana en 1940. Préhistorique, au sens très large préhistorique. Les spécialistes n'ont jamais réussi à déterminer avec certitude s'il s'agissait d'une espèce à part entière ou d'un jeune T-Rex. Ah, donc il y avait déjà la controverse en 2008, vous voyez. Marc Norel, encore un très très grand spécialiste du tyrannosaure et du Crétacé d'Amérique. Donc encore un très grand nom de la paléontologie. Ceux qui considèrent le Nanotyrannus comme une espèce soulignent des différences majeures avec le tyrannosaure. Alors, Nanotyrannosaurus... J'aime bien, c'est qu'ils disent Nanotyrannus, mais ils ont écrit Nanotyrannosaurus. C'est dommage, c'est l'erreur bête, quoi. C'est l'erreur bête. Une des choses qui distingue le plus un Nanotyrannus d'un T-Rex adulte, ce sont les dents.
Le tyrannosaure a de grandes dents qu'on compare parfois à des bananes. Elles sont très aiguisées et pointues, avec des bords crénelés, mais au lieu d'être fines comme une lame de couteau, elles sont plutôt Puis là, vous voyez, on bombées vous explique quand même bien d'où vient la controverse, en fait. C'est-à-dire que les dents sont très différentes, même si la morphologie, en général, colle assez bien entre Nanotyrannus et Tyrannosaurus. On vous explique quand même d'où vient le fait ça avec qu'on a donné un autre nom à Nanotyrannus, et on est... Putain, cette démarche de l'enfer. Oh là là. Bon là, un mauvais point sur la modélisation 3D, là. Clairement, ce n'est pas un Nanotyrannus, c'est un culbutoqué. Il n'y a aucun moyen qu'un truc pareil tienne debout. Et là, il est trop marrant. Bref. Donc oui, au moins, il vous présente la controverse. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est quand même une démarche assez honnête. Presque certainement d'un jeune tyrannosaure. Cependant, les scanners de l'intérieur du crâne et de certaines cavités du cerveau ont effectivement révélé des éléments un peu bizarres chez le Nanotyrannus. La deuxième différence clé entre les deux prédateurs est la forme de leur cerveau. Les examens pratiqués par le professeur Whitmer ont produit des résultats inattendus. En comparant le scanner du T-Rex avec celui du Nanotyrannus, on a observé des différences étonnantes. Au niveau du cerveau, par exemple, ça c'est celui du tyrannosaure. On voit tout de suite qu'il est très différent de celui-ci. D'abord par la taille. Le Nanotyrannus... Donc voilà, c'est ce que je disais, là, les cerveaux bleus, c'est vraiment la signature de Larry Whitmer, quoi. Puis bah là, vous voyez, il joue carte sur table, quoi. Il vous présente les preuves que Nanotyrannus... Enfin, il vous présente les éléments qui donnent à penser que Nanotyrannus n'est pas Tyrannosaurus. Voilà. Donc voilà, c'est l'état des connaissances en 2008, quoi, complet. C'est-à-dire, vous avez l'image de ceux qui disent c'est tyrannosaure et l'image de ceux qui disent c'est pas tyrannosaure. Et c'est intéressant. Non, là, c'est très très bien. Le scanner indique donc que le Donc pour l'instant, je kiffe. Moi, je kiffe, hein, honnêtement. Hein. C'est à peu près la moitié, donc c'est à peu près là que se situerait la pause pipi, la pub. Et pour l'instant, je trouve ça cool. Alors là, par exemple, il dit c'est clairement une espèce distincte. Oui, mais lui n'est pas paléontologue. Vous voyez, quand c'est les paléontologues qui parlent, on vous dit tout de suite les preuves. Voilà, ça, c'est les preuves qu'on a pour penser que c'est pas la même espèce. Et lui, c'est clairement une espèce différente. Oui, mais lui, par contre, il n'est pas paléontologue. Il mesurait 2,30 m de haut et plus de 5 mètres de long, et pesait environ... Il était donc 2 fois plus petit que le T-Rex, et 6 fois bon, tout ça, c'est à vue d'œil, hein, puisqu'on n'a qu'un crâne. Hein. Je veux dire, c'est du pifomètre. C'est la fameuse estimation de taille du corps au pifomètre dont on parlait dans notre épisode sur Brachiosaurus. Hein. C'est pareil, les pattes sveltes et longues. Je pense pas qu'en 2008, ils avaient déjà un squelette. Maintenant, ils ont un peu de post-crânien de Nanotyrannus. C'est même ce qui leur a permis d'ailleurs de déterminer que c'était en fait un juvénile et très probablement un juvénile de Tyrannosaurus. Mais je pense pas qu'en 2008, ils avaient déjà du squelette de Nanotyrannus. Bon. Voilà. Et là, il vient de vous raconter comment le Nanotyrannus chassait. Ça, c'est c'est direction du vent en suçant le doigt, quoi. Hein. Ça, c'est du pifomètre. Donc, bon. Savoir si le coupable est bien un Nanotyrannus. Bon, bah là, ils vont nous parler des dents. Les dents qui ont été retrouvées autour du cadavre du juvénile T-Rex. Ils vont juste comparer les dents et puis ils vont dire que c'était que ça ressemble plus aux dents de Nanotyrannus. Je pense que c'est dans cette direction-là qu'on va. Le Nanotyrannus faisait un peu plus attention avant de planter ses dents, parce qu'il n'était pas capable de broyer les os comme un tyrannosaure adulte. Voilà pourquoi on n'a retrouvé aucune trace de morsure sur le squelette du jeune T-Rex. L'agresseur n'avait pas les mâchoires assez musclées ni les dents assez solides pour entamer l'os. Mais les vestiges exhumés pendant les fouilles n'ont pas fini de révéler leur secret aux paléontologues.
Dès que j'ai vu les dents de Nanotyrannus dispersées autour du squelette, j'ai imaginé ce qui s'était passé. Ah bah là, il vient de nous spoiler la fin, là. Il vient de nous dire que c'était bien des dents de Nanotyrannus, là. Moi, j'attendais la comparaison, tout ça, là. Et puis, en examinant les dents de plus près, je me suis aperçu qu'elles s'étaient cassées pendant que l'animal se nourrissait. Le Nanotyrannus s'est cassé les dents en attaquant ce jeune Tyrannosaurus Rex. Alors non, c'est pas forcément en l'attaquant, c'est-à-dire que les reptiles comme les crocodiles par exemple, ils ont les dents qui se renouvellent tout le temps, donc les dents elles tombent naturellement, hein. C'est pas forcément en attaquant. C'est juste que... Voilà, ça c'est une bonne question ça. Comment on sait que c'est pas juste en mangeant un cadavre? Alors ça va être quoi la réponse? Vas-y. On estime avoir retrouvé entre 75 et 90% du squelette du petit tyrannosaure. Si le Nanotyrannus avait dévoré son cadavre pour se nourrir, la plus grande partie des os aurait disparu, ou en tout cas, le squelette serait abîmé et désarticulé. Le fait qu'il en reste autant, et si près les uns des autres, m'indique que le Nanotyrannus a mordu le petit T-Rex, mais ne l'a pas dévoré. Ah, ça c'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais entendue, hein. Non là... C'est pas... Non. Enfin, juste dire... ah ouais, le squelette est pas en gros, l'argument, c'est le squelette n'est pas désarticulé ou pas trop désarticulé, donc c'est pas du charognage. Non, non, je veux dire, allez vous balader dans le Serengeti, hein, je veux dire. Surtout là, en Amérique du Nord, allez vous balader dans les grandes plaines, vous verrez que les vautours, ils charognent sans disperser les carcasses, hein. Enfin, je veux dire, pas toutes les espèces de vautours, vu qu'il y a des vautours qui mangent les os, mais la plupart des vautours, ils mangent les carcasses sans les disperser forcément, hein. Et vous retrouvez des squelettes complètement articulés qui ont été charognés jusqu'à l'os, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Donc non, ça c'est... Enfin, encore une fois, on est dans une démarche où le documentaire s'appelle Jurassic Fight Club, donc il faut un combat à la fin, donc il faut une excuse pour un combat à la fin. Donc ça, c'était un peu... c'est un peu bidon, là, ce qu'il a dit. Mais encore une fois, ça fait partie des intervenants non paléontologues, non chercheurs du panel, quoi. Donc, c'est pas non plus étonnant que ce soit là qu'on entende les excuses les plus bidons, j'ai envie de dire. Faut voir aussi que c'est un vendeur de fossiles qui fait ça. Donc, enfin, le mec, il faut qu'il vende son bousin, quoi. Il y a un léger conflit d'intérêts. La concurrence entre prédateurs existe depuis la nuit des temps. Pour assurer sa survie, il faut vaincre son rival. Il faut être plus rapide, plus intelligent ou plus fort que lui. Mais le Nanotyrannus n'avait aucune chance face à un T-Rex adulte. Il lui fallait donc tuer ses petits pour survivre. Ouais, alors là, c'est pareil, c'est... c'est une idée à la con, ça. Très rapidement, et le Nanotyrannus n'a pas eu le temps de le manger. Ou bien quelque chose l'a interrompu avant qu'il ne puisse profiter de son repas. Ou bien c'est du charognage sans désarticulation de la proie. Le cadavre en décomposition d'un jeune Tyrannosaurus Rex est enfoui sous de la boue charriée par une rivière. D'après les paléontologues, 2 tyrannosaures ont affronté un Nanotyrannus et l'un d'entre eux y a laissé la vie. Ah, maintenant il y a 2 tyrannosaures. Donc ça c'est pareil, c'est inventé, hein. Les traces de leur combat sont restées cachées pendant 65 millions d'années. À partir de cette scène de crime historique, les scientifiques s'efforcent de... Et ça c'est le résumé d'après la pub. Entre un T-Rex et un chasseur de T-Rex. Le Tyrannosaurus Rex était le plus féroce de tous les dinosaures d'Amérique du Nord. Le plus féroce. Ça c'est pareil, c'est le genre de vocabulaire qu'on retrouve que dans les documentaires un peu putaclic. Le plus féroce, le plus redoutable. Et après, on a des gamins de 5 ans ou de 5 à 10 ans qui nous demandent « Et c'était qui le plus féroce des dinosaures ?» Ça veut dire quoi, féroce? Bon, ils arrêtent de me poser la question. Une fois que je leur demande ça veut dire quoi, féroce, bah va voir féroce dans le dictionnaire. Et puis après, tu me reposes ta question. Tu verras si elle a du sens, ta question. Ouais, féroce, ça veut dire méchant. Alors, à ton avis, il était méchant, le tyrannosaure? Bah non, il chassait pour manger, il n'était pas méchant. Voilà. Pourtant, il n'est pas de taille à affronter un Nanotyrannus adulte. Donc là, au moins, avec ce documentaire, ce qui est bien, c'est qu'on voit la différence entre la partie qui est inventée
et la partie qui ne l'est pas. Hop, j'arrive pas à baisser le son. Voilà. Donc là, au moins, avec ce documentaire, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on arrive à voir la différence entre ce qui est inventé et ce qui ne l'est pas. Parce que les parties qui ne sont pas inventées, bah, à chaque fois, on vous montre justement ces trucs-là, ces reconstitutions. On vous montre les paléontologues en train de commenter sur un fossile de Nanotyrannus ou de T-Rex. Alors que les parties qui sont complètement inventées, bah, on ne vous montre rien. Donc au moins, vous savez la partie qui est inventée, vous savez la partie qui n'est pas inventée. Contrairement à sur la Terre des dinosaures, qui ne vous montre que des trucs inventés, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils vous montrent jamais d'où ça sort, les idées qu'ils vous montrent. Donc finalement, même si sur la Terre des dinosaures, ça a l'air d'être un documentaire plus sérieux, bah, Jurassic Fight Club, c'est quand même un documentaire qui vous donne les preuves de ce qu'il avance. Et quand il n'y a pas de preuves à ce qu'il avance, donc comme par exemple ce scénario, il y a 2 T-Rex et un Nanotyrannus qui se sont affrontés, et que le Nanotyrannus est allé tuer le bébé pour faire fuir l'adulte, enfin, je veux dire, cette histoire, cette histoire, elle est complètement inventée, voilà. Et ils vous montrent jamais de preuves de ça parce qu'ils n'en ont aucune à vous montrer. Donc au moins, vous, en tant que spectateur, vous pouvez faire la différence entre ce qui est complètement de la fiction et ce qui est du documentaire. Contrairement à un docu-fiction comme sur les dinosaures, où là, vous n'avez aucun moyen d'y arriver. Le Nanotyrannus avait un avantage sur son adversaire. Il devait d'abord être plus mobile, parce que sa musculature était sans doute un peu différente. Mais surtout, il était beaucoup plus expérimenté. Beaucoup plus expérimenté, ça veut dire quoi ça? Plus d'habileté et de rapidité que le petit tyrannosaure. Remettre tout ça en perspective du fait que Nanotyrannus, c'est peut-être un juvénile de T-Rex, ça vous montre à quel point ils sont en train d'essayer de vous survendre le truc, en fait. C'est très marrant. C'est très marrant. Et encore une fois, c'est Peter Larson et puis l'autre fouilleur professionnel là, qui vous disent ça. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. C'est pas les paléontologues là qui parlent. C'est les vendeurs de fossiles. Enfin, les fouilleurs professionnels / vendeurs de fossiles. Donc encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. À chaque fois que ces deux-là ils se mettent à parler, finalement, c'est aussi là que le scénario est le plus mauvais. C'est ce qui nous permet de les différencier. Le Nanotyrannus avait davantage de dents. Elle faisait sans doute à peu près la même. Ah oui, ils ont vraiment fait l'erreur partout. Un Nanotyrannosaurus, il est partout. Une pression beaucoup plus forte que son adversaire. Les dents du Nanotyrannus sont plus primitives. Elles ressemblent. Vous voyez, là, les dents du Nanotyrannus sont plus primitives. Les tyrannosaures sont toutes en épaisseur. Ça montre qu'ils n'avaient pas les mêmes habitudes alimentaires. Ouais, voilà, ça montre qu'ils n'avaient pas les mêmes habitudes alimentaires. Ça montre pas que les dents du Nanotyrannus étaient plus primitives. Donc encore une fois, ça vient pas de la bouche d'un paléontologue. Mais il doit aussi savoir se défendre contre ses ennemis. Les prédateurs se font la guerre depuis que le monde est monde. On le voit encore aujourd'hui chez les lions et les hyènes. Un prédateur ne tolère aucun rival sur son territoire parce que les deux se disputent la même source de nourriture. Et dès qu'il a l'occasion d'en tuer un... Ouais, mais c'est quand même très rare que les prédateurs se battent directement l'un avec l'autre. Hein. Les combats, ça consiste plus en de l'esbrouf qu'en des combats. Je veux dire, les deux prédateurs savent très bien que s'ils se battent, il y a de très fortes chances que ni l'un ni l'autre ne s'en sortent, quoi. Donc c'est quand même assez rare les combats entre prédateurs au final. On peut penser que le Nanotyrannus adulte est en mesure de l'emporter sur le jeune T-Rex grâce à son savoir-faire. En termes d'expérience, ce Nanotyrannus adulte avait certainement livré beaucoup plus de combats qu'un bébé tyrannosaure. Ah, ça y est, enfin, il nous explique d'où sort cette idée de le Nanotyrannus est plus expérimenté. Je suis sûr qu'un petit tyrannosaure seul ne serait pas de taille face à un Nanotyrannus. La véritable question est de savoir ce que le Nanotyrannus ferait. Ah, c'est pareil, là, le mec, il vous sort, je suis sûr que le petit tyrannosaure n'aurait aucune chance face au Nanotyrannus. De où De où tu sors ça? Donc encore... Donc voilà, on voit très bien la différence en fait entre les paléontologues qui sont des chercheurs et les vendeurs qui sont des commerciaux, quoi. C'est-à-dire le mec qui sait vendre son truc, quoi. Le mec qui sait vendre son truc, c'est un commercial qui te dit « Hey, regarde, Nanotyrannus, trop de puissance !»
Voilà. Ceci n'a rien à voir avec le fait que j'ai d'autres spécimens de Nanotyrannus à vendre aux enchères la prochaine fois. Non, je fais un gros procès d'intention là, mais voilà, c'est marrant justement de voir dans ce documentaire-là en particulier la différence entre les chercheurs et les non-chercheurs, quoi. Donc voilà, et là on arrive au scénario du combat épique. Donc c'est le moment où ça va aller. Là j'ai envie de dire que c'est le moment pour lequel tout le monde est venu me voir et m'a demandé de débunker ça, c'est parce que c'est le moment full bullshit, quoi. Hein. Donc évidemment, oui, le moment du combat qu'ils vont reconstituer, la grande scène finale de combat entre les bestioles, évidemment que c'est full bullshit, c'est full fiction, quoi. Hein. Mais grâce aux à peu près 30 minutes qu'on a eu avant, ouais, c'est ça, grâce aux 30 minutes qu'on a eu avant, vous pouvez faire la différence entre ce qui est full bullshit et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que là, le fait qu'il y a 2 tyrannosaures, on n'en a aucune idée. Je veux dire, à la base, le fait qu'il y a le fait qu'ils sont en famille, on n'a aucune idée. Le fait que ce soit un nanotyrannus qui les a attaqués, ça, on sait parce qu'on a les du nanotyrannus. Est-ce que c'était vraiment une attaque ou est-ce que c'était du charognage a posteriori? Ça, on n'en a aucune idée. C'est peut-être le seul gros point négatif du truc. C'est que c'est très très mal justifié pourquoi ils pensent que c'est une attaque et pourquoi c'est pas du charognage. Parce que c'est la non-désarticulation du spécimen qui leur fait dire que c'était pas une attaque. D'une, je suis presque sûr que cette non-désarticulation, ils l'ont un peu exagérée. Et de deux, oh putain, encore ces droméosaures dégueulasses. Ils sont vraiment dégueulasses, ces droméosaures. Bref. Et de deux, voilà, il y a le fait que le charognage, ça désarticule pas de toute façon forcément les squelettes. Hein. Donc, spécialement quand c'est un petit dinosaure comme un Nanotyrannus ou un juvénile de tyrannosaure qui charogne sur une proie. Donc, bon. Puis si la proie est relativement fraîche, elle va pas se désarticuler si facilement que ça, quoi. Donc la vie en groupe des tyrannosaures, on n'en a aucune idée, et ils nous ont pas présenté de vraies preuves qu'ils se baladaient en troupeau. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez faire la différence. Qu'ils aient laissé les petits tout seuls comme ça, sans surveillance, alors qu'il y a 2 parents, c'est complètement con. Ça, on sait que les oiseaux actuels, il y a toujours au moins un des parents qui reste sur le nid. On a de bonnes raisons de croire que chez les dinosaures, c'était pareil, parce que alors je crois que c'est chez Oviraptor, on a découvert en fait que c'était un mâle. On a découvert des spécimens mâles en train de couver les nids. On a pas mal de spécimens qui couvent des nids chez les Oviraptors. Et en faisant des coupes histologiques dans les os, en fait, ils se sont rendus compte que certains spécimens qui couvaient les œufs n'avaient pas d'os médulaire, ce qui veut dire que c'était certainement des mâles ou des femelles qui ne se reproduisaient pas. Mais du coup, il y a de fortes chances quand même que les dinosaures alternaient en fait la couvée des... Enfin, pas la couvée là, parce que là on parle pas de couvée, mais alternaient leur surveillance des petits, que ce soit les œufs ou même quand ils étaient jeunes. Donc si on part du principe qu'il y avait un soin parental et qu'ils vivaient en groupe, on peut aussi raisonnablement faire l'hypothèse que du coup, on peut construire cette hypothèse par-dessus une hypothèse, voilà. On peut raisonnablement faire la surhypothèse qu'ils n'étaient pas cons au point de laisser les petits sans surveillance. Voilà. Et alors le petit qui charge, jamais de la vie. Jamais de la vie, un juvénile ne chargerait un prédateur. Le juvénile, il va se coucher par terre et il va faire comme si on l'avait pas. Il va faire semblant qu'on ne l'ait pas vu. Ça, non. Ça, par contre. Et c'est parce que on sait ça par comparaison avec les espèces modernes. Hein. Donc, encore une fois, il faut expliquer d'où ça sort, ces idées-là. Ah. Voilà, son instinct lui dit de ne pas bouger, exactement. Ouais, il serait peut-être plus probablement couché à pas faire de bruit en espérant qu'on ne l'ait pas vu. Hein. Mais bon. Mais ouais, jamais de la vie un juvénile chargerait un prédateur, quoi. Ce que j'aime bien, c'est regarder les proportions du tyrannosaure juvénile comparé au nanotyrannus. En fait, il voulait tellement que nanotyrannus ne ressemble pas à T-Rex qu'en fait, ils ont juste fait le tyrannosaurus juvénile, juste un adulte de T-Rex, mais en plus petit. C'est-à-dire, ils ont pris l'adulte T-Rex et ils l'ont juste rétréci. Donc, ils ont complètement
laisser de côté la notion d'allométrie. Alors qu'en fait, on sait que les juvéniles de Tyrannosaurus rex, même ceux qu'on ne pense pas être des nanotyrannus, donc des vrais juvéniles de Tyrannosaurus rex, même ceux-là, on sait qu'ils avaient le museau vachement plus allongé et le crâne généralement plus gracile. Et referme les mâchoires sur le T-Rex. Broie la moelle épinière. Alors ça, c'est pareil, ils nous ont expliqué en long, en large et en travers qu'il était incapable de broyer des os, le nanotyrannus. Ils sont en contradiction directe avec ce qu'ils viennent de dire, quoi. Et en plus, il y a un autre tyrannosaure alors qu'il semblait qu'il était mort. Mais bref. Il s'avance de nouveau vers le deuxième petit pour lui donner le coup de grâce. Ah, le deuxième petit, donc. Finalement, il ne l'avait pas tué. Puis il le charge. C'est pareil, quand on voit la robustesse du crâne de Nanotyrannus, il ne devait pas charger. Si vous préférez, les petites dents acérées, c'est une stratégie de type emporte-pièce. C'est-à-dire qu'on va faire une blessure, et puis on va faire une autre blessure, et on va s'écarter, et une autre blessure, et on va s'écarter. On va emporter des petits bouts comme ça. Et c'est les blessures qui vont finir par tuer la proie. Alors que T-Rex, lui, on est vraiment face à une stratégie où on a une énorme mâchoire avec une énorme puissance et des grosses dents. Donc on est sur une morsure gagnante avec T-Rex. Donc Nanotyrannus, sa stratégie de chasse, telle qu'indiquée par ses dents, c'était plutôt de faire des petites morsures, de s'écarter, de se mettre en sécurité, de revenir à la charge, de faire des petites morsures, de s'écarter de nouveau. Alors que Tyrannosaure, lui, il était plus sur une stratégie de une grosse morsure gagnante. Mais ça, c'est juste par rapport à l'anatomie qu'on peut dire ça. Mais du coup, là, Nanotyrannus qui broie là, le cou de son adversaire et qui reste à côté de son adversaire à longueur de temps, ça, c'est probablement faux. Ça déclenche aussitôt une réaction propre au tyrannosaure femelle. Si tu touches à mon bébé, prépare-toi à vivre l'enfer. C'est certainement pas propre au tyrannosaure. Je pense que c'est propre à toute forme d'animaux qui ont un instinct maternel. Quand bien même ça existe vraiment l'instinct maternel, mais bref, c'est propre à tous les animaux qui se sont fait chier à élever des juvéniles pendant 10 ans, et tu vois ce que je veux dire. Quand tu t'es fait chier à élever un petit pendant plusieurs années et que tu le vois se faire massacrer par un nanotyrannus, je pense que quelle que soit l'espèce à laquelle tu appartiens, le nanotyrannus, tu as envie de lui faire la peau, hein. Je pense. La femelle T-Rex commence par détourner son attention du petit qui est encore en vie. Grâce à ses longues pattes, le Nanotyrannus parvient à esquiver les gigantesques mâchoires. Alors, Nanotyrannus qui voit arriver maman T-Rex se casse. Il se casse. Il n'y a pas combat, il va pas essayer de lui faire face. Il se casse. Je veux dire, c'est la mangouste contre le lion. La mangouste, elle va pas faire le mariole face au lion, hein. On notera aussi l'absence de lèvres, notamment sur le Nanotyrannus, pour qu'il ait l'air vachement plus féroce sur l'image. Là, il a vraiment, même comparé au tyrannosaure, je veux dire, il n'a pas du tout de lèvres pour que les dents soient bien montrées. Bon, on sait pas s'ils avaient des lèvres ou pas, on n'a aucun moyen de savoir. Et les gens qui vous disent qu'on sait qu'ils avaient des lèvres sont des menteurs ou se trompent, parce qu'on ne sait pas du tout. C'est un débat qui est en cours depuis très longtemps et qui restera en cours tant qu'on n'aura pas trouvé une vraie belle momie d'une mâchoire de théropode, quoi. La femelle T-Rex tourne sur elle-même pour déjouer sa manœuvre. Le problème, c'est que les momies qu'on a, genre les microraptors et tout ça, ils préservent pas très bien cette partie-là. On a bien les contours, en fait, quand on a des momies. Enfin, quand on a de la préservation des tissus morts, on a bien les contours du corps, mais on n'a pas vraiment ce qui se passe sur le fossile lui-même, en fait. Donc, il faudrait vraiment une momie comme les hadrosaures qu'on a découverts, là, les momies hadrosaures. Là, ce serait le prix, quoi, le grand prix. Elle veut l'utiliser pour transmettre un message aux autres nanotyrannus qui s'aventureraient dans le coin. Transmettre un message aux autres nanotyrannus. Oui. Alors le tyrannosaure, il avait un cerveau qui faisait quelques grammes comparé à plusieurs tonnes. Je pense pas qu'ils avaient la capacité de se dire je vais envoyer un message. C'est Maman T-Rex, elle aurait défoncé sa gueule. Le nanotyrannus, elle l'aurait mangé.
Et puis aussi, donc on nous raconte l'histoire de Nanotyrannus, mais du coup, on a quand même des preuves négatives que ça s'est pas produite. C'est que à côté de ce T-Rex, enfin à côté de ce T-Rex juvénile retrouvé avec des dents de Nanotyrannus autour de lui, on n'a pas retrouvé la carcasse du Nanotyrannus. Donc pas de carcasse de Nanotyrannus, c'est quand même une preuve négative que ceci ne s'est pas produit. Donc c'est pas très cohérent non plus avec les fossiles qu'ils ont retrouvés. On peut-être même vu l'explosion de l'astéroïde qui a heurté la péninsule du Yucatan et mis fin à l'ère des dinosaures. Bien sûr, les dinosaures ne sont pas morts tout de suite. Les grands carnivores comme le T-Rex et le Nanotyrannus s'en sont même très bien sortis pendant une brève période. Quand les herbivores ont commencé à mourir de faim, il y a eu de la viande en abondance et les carnivores ont pu se gaver. Mais au bout de quelques temps, ils n'ont plus rien trouvé à manger. Et ils ont Voilà, c'est le scénario classique de l'extinction. On se demande un peu pourquoi, d'ailleurs, ils nous spoilent le dernier épisode. Oui, parce que j'ai quand même regardé le dernier épisode, c'est sur Enfin, j'ai regardé quels épisodes il y avait quand même. Et le dernier épisode, apparemment, c'est sur l'extinction des dinosaures, puisqu'il s'appelle Armageddon. Donc, pourquoi ils nous spoilent la fin? Mais bref, ouais, bah donc c'était Jurassic Fight Club et c'est vachement mieux que ce à quoi je m'attendais. Bon, pour faire un résumé rapide de mes impressions, bah déjà, les mauvais points, c'est que comme ça s'appelle Jurassic Fight Club, il faut absolument que ça se termine par un combat. Donc, ils inventent un peu des circonstances qui vont conduire à un combat. Ça, et notamment, ils excluent la possibilité de charognage un peu vite et un peu facilement. Donc ça, c'est évidemment le gros problème. Mais bon, c'est un problème qui est récurrent avec les reportages sur les dinosaures, c'est qu'on veut absolument qu'ils se battent. Et là, ça s'appelle Jurassic Fight Club, quoi. Et ça se passe au Crétacé, même pas au Jurassique. Mais bref. D'ailleurs, la plupart des épisodes, j'ai cru comprendre, se passent au Crétacé, hein, à part peut-être celui sur l'Allosaurus, mais sinon, la plupart des épisodes se passent au Crétacé, c'est plutôt marrant. Cette volonté, du coup, de vouloir absolument surfer sur la vague Jurassic Park, en donnant un titre à base de Jurassic alors que tout se passe au Crétacé ou presque. On est face aussi. Et puis bon, ça c'est pour les mauvais points, mais après les bons points, c'est que des spécialistes, des vrais. Donc sur un panel, je crois, il y avait. Combien il y avait d'intervenants? 7? 8? Enfin bref, sur un certain nombre d'intervenants, il n'y en a que 2 qui ne sont pas paléontologues. Et la quasi-totalité des trucs tirés par les cheveux qui sont dites dans le reportage sont dites par ces 2 protagonistes. Donc c'est quand même plutôt bon. Donc ça permet quand même de compartimenter, c'est-à-dire que ceux qui sont rattachés à une université, vous pouvez croire ce qu'ils vous disent. Les 2 autres, bon bah voilà, c'est plus sujet à caution. Ensuite, on a encore dans la catégorie des bons points, il vous montre clairement d'où sort le scénario qu'on va vous montrer. C'est-à-dire que les éléments, vraiment, bah voilà, pourquoi c'est un Nanotyrannus? Bah parce qu'on a les dents de Nanotyrannus. Bon, même si maintenant on pense que Nanana c'est un juvénile de T-Rex, mais pourquoi Nanotyrannus? Bah parce qu'on a les dents de Nanotyrannus. Tout ça, c'est basé sur un fossile qui a réellement été retrouvé, c'est-à-dire un juvénile de T-Rex avec des dents de Nanotyrannus autour. Donc c'est basé sur un truc qui a pu se produire, même si l'hypothèse du charognage reste, à mon avis, à privilégier. Parce que le charognage, ça a lieu beaucoup plus souvent que les prédateurs qui se fritent entre eux. Les prédateurs, ça évite de se friter de toute façon, surtout quand ils sont juvéniles. Les juvéniles, ils vont surtout pas se battre. Les juvéniles vont pas charger, comme je l'ai dit. Les juvéniles, ils vont se planquer. Les juvéniles, ils vont tenter de se faire oublier. Ils vont appeler à l'aide pour que maman vienne les chercher. Voilà. Et après, vous avez donc les éléments qui n'ont aucune preuve derrière. Donc, comme par exemple le fait qu'ils se baladaient en groupe. Bon, bah ça, je veux dire, à aucun moment, il vous montre des preuves. Donc, c'est une indication qu'il n'y a pas de preuves, justement. Le fait le fait qu'il y avait soins parentaux, c'est pareil. Le fait qu'il y avait deux juvéniles, je veux dire, alors qu'ils ont retrouvé qu'un squelette. Pourquoi il y aurait eu deux juvéniles s'il y avait qu'un squelette? Ça n'a pas de sens, vraiment. Bon, enfin, ça n'a pas de sens d'imaginer ça, mais c'est des choses pour lesquelles on ne vous montre pas de preuves. Et donc, du coup, vous, avec votre lecture de spectateur averti, on va dire, vous pouvez vous dire, bon, bah voilà, ça, on m'a pas montré de preuves, c'est certainement que du coup, ils n'ont pas de preuves, parce que c'est un reportage qui me montre les preuves. Et c'est ça qui est important avec les reportages, c'est de montrer les preuves. Donc, si je devais
Et c'est là que je vais vraiment pas me faire des potes. Si je devais dire lequel est le mieux entre Sur la Terre des dinosaures et Jurassic Fight Club, c'est Jurassic Fight Club parce que au moins il vous montre un docu-fiction où la partie documentaire est documentée. Alors que le docu-fiction Sur la Terre des dinosaures, on vous montre jamais d'où sortent les trucs qu'il vous montre. C'est-à-dire vous voyez Brachiosaure qui tient sa tête comme un coup de cygne, et ben vous le prenez content parce qu'on vous expliquera jamais pourquoi on pense qu'il tenait sa tête comme ça, et on vous expliquera jamais la controverse sur la posture de la tête du Brachiosaure. Alors que dans Jurassic Fight Club, on vous montre Nanotyrannus et on vous parle de la controverse sur son identité. On vous dit c'est peut-être un juvénile de tyrannosaure, alors même si leur conclusion à eux, c'est que c'est pas un juvénile de tyrannosaure. Conclusion après qu'ils vont. Enfin, c'est marrant parce qu'ils vont vous montrer du coup une reconstitution. Enfin, le modèle 3D du tyrannosaure juvénile, c'est juste un adulte modèle réduit, quoi. Alors que c'était pas du tout ça chez les tyrannosaures, mais bref, voilà. Mais même si leur conclusion est maintenant, on le sait, en 2020, n'était pas la bonne, ou n'était très probablement pas la bonne, voilà, ils vous montrent quand même qu'il y a controverse. Alors que sur la Terre des dinosaures, il y a tout un tas de trucs qui vous montrent qui sont hyper controversés et puis vous n'en entendrez jamais parler. Vous allez prendre ça pour argent comptant, tiens, pam, 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 parce qu'on ne vous expliquera jamais qu'il y a controverse derrière ça. Donc là, super bon point, très bonne surprise, Jurassic Fight Club. Je ne sais pas si je vais aller mater les autres épisodes parce que de toute façon, comme je le disais, je ne suis pas un très grand fan de reportages sur les dinosaures en général, en particulier quand il s'agit de mettre juste en scène des combats de dinosaures, mais très bonne surprise, très très bonne surprise pour le coup, Jurassic Fight Club. Je suis content que cette vidéo ne soit pas un débunkage et pénitence, parce que ça n'a pas du tout été une pénitence. Au contraire, je suis agréablement surpris. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt.